Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 10 octobre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde, alors il est très très tôt, tard dans la nuit ou tôt le matin, c'est selon. Et aujourd'hui, je vais poursuivre sur le texte. Je vais poursuivre mes réflexions à partir du texte de Christian Saint-Germain, publié dans la revue Contre-jour. Un paquet de pensées me sont venues après avoir enregistré la vidéo d'avant-hier, dont le titre est Christian Saint-Germain, cette haute figure de la mélancolie. Mais avant, je vais déballer sous vos yeux mon sac. Oh, il est lourd. Voilà. Je le fais pivoter. Je vous le montre. Mon sac. Un petit mot d'abord sur le sac lui-même. Et après, je vais l'ouvrir. Je ne vais pas en sortir tout ce qu'il contient parce qu'il est surchargé de livres, de notes, de manuscrits, de gribouillages que j'écris dans le métro ou dans l'autobus. Et je vais vous lire ces gribouillages-là que j'ai écrits hier, les gribouillages de la journée d'hier, qu'une fois l'enregistrement terminé, je vais aller m'empresser de partager sur ma page Facebook parce que j'adore écrire sur Facebook. Oui, j'adore écrire sur Facebook. L'immédiateté sans médiation me plaît. Et évidemment, euh, toutes les modifications qu'on peut apporter, parce que moi, je tape très mal. Je tape avec un seul doigt. Il est, me semble-t-il, plus rapide qu'il y a quelques mois. Vite, une méthode. Mais j'aime. Alors donc, c'est ça. Alors, je transforme parfois une phrase. Je la retransforme. Je la retransforme. Alors, quelqu'un qui aurait le nez rivé sur ma propre page pourrait assister à au déploiement de ma propre pensée ainsi qu'à sa propre métamorphose live, ce qui n'est pas rien. Je ne sais pas, c'est Mallarmé qui disait penser, c'est penser sans papier. Quelque chose comme ça. Je sais que je sais tout croche. Il est très tôt, hein, n'oubliez pas. Alors, ce sac. Alors, il faut, pour comprendre bien la petite histoire que je vais vous raconter, il vous faut vous rapporter à la vidéo rapiécée de fil noir que j'ai commis le 14 juin 2014 où je racontais que j'avais acheté un très maigre lot de livres en très mauvais état, une bien pauvre bibliothèque, des bandes dessinées, entre autres, maganées, comme on dit en québécois, c'est-à-dire en en état, en très piteux état. Et que c'était la bibliothèque d'un jeune homme qui s'était suicidé, que la mère s'était rendue à ma librairie pour en état évidemment de tristesse, de grande urgence, car le lendemain, un organisme caritatif venait ramasser ces pauvres choses, les restes d'une vie sans doute bien malheureuse. Alors, au milieu de la pièce, des objets à donner, ou même à vendre dans certains cas, ben, il y avait cette valise. Tenez, il y avait cette valise. Et j'étais tellement confus, chagriné, bouleversé, que tout ce que j'ai trouvé à dire, parce que la bibliothèque, comme je vous dis, était pitoyable. La mère était venue me chercher en voiture avec son gendre. J'avais demandé à mon ami, le Huron dubitatif, de tenir boutique le temps d'aller voir ses livres, qui n'étaient pas tellement loin de ma librairie. Journée de pluie également. Il pleuvait beaucoup. Et
devant de si pauvres choses, au milieu, cette valise. Et tout ce que j'ai trouvé à dire pour calmer mon désarroi ou manifester quelques signes d'amitié, elle est belle, la valise. Alors, ma mère était contente que je trouve belle la valise. Ils m'ont demandé si je voulais l'acheter. J'ai dit que oui, mais que j'avais aucune idée de combien pouvait valoir la dite valise. Et puis, on a convenu qu'elle ferait des recherches. Alors, quelques jours plus tard, la mère est revenue à ma boutique, me demander si j'étais toujours intéressé par la valise et qu'elle me l'offrait à un prix X. Eh ben, j'ai dit oui, je l'ai acheté. On pourra tout de suite dire, ouais, mais elle aurait pu me l'offrir, la valise. Non, elle ne pouvait pas me l'offrir. Il fallait qu'elle me la vende. Et de mon côté, il fallait que je paie pour cette valise-là. Pour que cette valise-là, je dirais qu'elle ait une valeur autre que symbolique. Alors vous me direz, qu'est-ce que je fais maintenant à trimballer depuis le 14 juin la valise d'un suicidé, qui a à peu près mon âge de surcroît. C'est peut-être absurde, mais j'ai l'impression que c'est une manière de le garder vivant dans mon esprit. Parce que bon, j'ai vu ses livres, j'ai vu les quelques livres qu'il possédait, j'ai vu qu'il aimait Kafka, j'ai vu qu'il aimait Dostoïevski, j'ai vu qu'il aimait le concombre masqué. Une façon de, je sais pas, de garder présent à l'esprit, d'une certaine manière. C'est pas un geste de morbidité. N'y voyez pas là un geste de contemplation morbide ou de quelque chose qui est de cet ordre-là, mais bien, oui, les mots me manquent. Mais enfin, ouais, les mots me manquent. Une façon de garder vivant, au fond, à mon esprit, la mémoire de cet homme jeune qui, pour moi, le suicide, ça a accordé trop d'importance à la vie. On va tous y penser. Tous. C'est plus qui disait écrire, c'est l'acte le plus anti-désespéré qui soit. Maintenant, je vais déballer mon sac. Je vais déballer le sac. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Attendez, je vais vous montrer, je vais m'approcher pour que vous puissiez voir au moins l'intérieur. Je ne vais pas tout sortir, mais assurément, je vais sortir le texte, le petit texte. On voit bien. Alors, vous voyez, j'ouvre les entrailles du sac. Alors, vous voyez les factures. Novation de Robert Lévesque. De Robert Hébert. Oui, parce que je pensais à Robert Lévesque. Je vais rencontrer ça une autre fois. De Robert Hébert, oui. Et l'exemplaire de Philippe Côté, l'ami des ruines. Oui, Philippe Côté, qui lui aussi est décédé il y a 3 ans. Qui connaissait, je pense, assez bien Robert Hébert. Alors voilà. Vous voyez, il y a des annotations. Alors j'avais envie de lire, je l'ai lu le livre, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, Robert Hébert, qui est un de nos philosophes les plus importants, les plus originaux aussi, un des plus originaux. Et j'avais envie de lire donc les annotations de Philippe. Il y a une découpure aussi, une découpure de journal. Devoir, critique de devoir. On reconnaît ici Laurent Michel Vacher. Je ne sais pas si on l'a bien vu. Voilà.
le 12 juin 2008. Carte postale de Philippe. Voilà. Je vais vous répondre, Philippe, n'ayez crainte. Vous voyez crainte, je suis tellement occupé. Pour l'amitié, Maurice Blanchot. Ah. Une copie de travail de Un trou dans les nuages, livre que nous allons publier, la compagnie à numéro à la fin novembre, un livre de Christian et de Michel Peterson. Mon contrat avec Édouard Finn pour ses mémoires. Le budget de la confrérie de la librairie ancienne du Québec, dont je suis devenu le président, comme vous le savez. Mon dernier procès verbal à titre de président, de secrétaire, avec tout le dossier, des factures et aussi donc le procès verbal. Belle, d'autres factures. Albin, que j'ai presque terminé. Je vais vous en parler, hein, les éditions Louise Bottu. Ouais, ça, je le mets de côté parce que je veux vous lire. C'est ce que j'ai écrit hier dans le métro. Fait que je gribouille un peu partout dans le métro. Ah, tenez, ça c'est assez important. Mon texte, pour après coup, j'ai pas fini. Ça va être un assez long texte. On dirait que j'ai bien des choses à dire. Après coup, c'est le collectif que nous faisons sur le printemps québécois, les vraies raisons. Alors, vous voyez. Je vous dis pas le titre, parce que je veux garder la surprise pour notre prochaine réunion. Un autre. Ouais, ah ouais, ben le texte que je viens d'écrire, que je veux vous lire. Voilà. On va conclure là-dessus. Encore un paquet de petites feuilles ici et là, des notes de journaux, des découpures. Hier, mon ami Gaëtan m'a envoyé, mon ami Gaëtan d'enfance avec qui nous avons grandi sur le Ontario, L'ascenseur du temps par Gaëtan Landry. 3 cahiers pleins, oui. Donne-moi un petit moment, Gaëtan. Donne-moi un bon 3 semaines avant que je laisse passer la tempête parce que je suis vraiment dans un rush total. Et après, je vais te donner mon avis sur ton texte. Puisque c'est ça, hein, t'attends de moi. Mais j'ai horreur de donner mon avis sur des textes inachevés, inaccomplis, non imprimés. Ben, bon, quand même. Mon ami Robert Hébert aussi qui m'a fait une petite photocopie d'un extrait de texte. On a parlé de ça. On a parlé de ça la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. L'âme de la vie de Rabbi Haïm de Volodine. À partir d'une réflexion qu'on s'était fait, lui et moi, que nous, les clercs invisibles, les lecteurs, les penseurs, nous étions le ciment invisible de ce monde. Et ce que dit, en fin de compte, la tradition juive, que l'étude de la Torah maintient en l'état le monde, que s'il n'y avait pas des rabbins qui l'étudiaient, qui la priaient, de l'aube jusqu'à la nuit, eh bien le monde s'effondrerait j'allais dire comme un château de cartes, mais j'ai plus en tête l'image d'un corps où on aurait retiré le squelette. Vous imaginez quelque chose de visqueux. Alors, nous sommes l'armature invisible. Nous sommes le soutien de ce monde-là, toujours sur le point de basculer. Et ben voilà, contre-jour. Alors, vous allez voir l'enchaînement d'idées. Oh, mes amis. Voilà le paragraphe, le premier paragraphe. C'est peut-être ça que j'aurais dû vous lire, de Christian Saint-Germain. Où il évoque
justement un seul paragraphe. Et après, je vais enchaîner avec un tout petit texte que je viens d'écrire à l'instant. Et après, je vais enchaîner sur mes gribouillages d'hier dans le métro. Et après, ben, je vais vous dire bonjour. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Non, je plaisante. Alors, en exergue, il y a une citation d'Hubert Aquin, Trou de mémoire, où, il dit qu'au fond, on a toujours été à côté de l'histoire. Notre existence est celle d'être non assumés et qui n'ont pas pris possession de leur propre existence. Imaginaire de l'enseignement. On pense spontanément à la brève carrière d'Hubert Aquin à l'UQAM. D'abord voué aux gémonies par l'administration et certains collègues, exposé au chômage, puis ressuscité dans le nom d'un pavillon universitaire. Suicidé exemplaire. Il ne doit pas y en avoir dans d'autres sociétés beaucoup de cas où la mort volontaire conduit à la survie patronymique dans un cadre éducatif. À quel moment un professeur en sciences humaines cesse-t-il de l'être pour devenir écrivain? Un véritable écrivain peut-il n'avoir jamais voulu mener une existence diurne de professeur, supporter les enfantillages administratifs, ceux des collègues, des étudiants, pour se prétendre écrivain par les soirs? Ouais, ben pour moi, ouais, c'est ça. Alors donc, Hubert Aquin, on a donné le nom d'un pavillon. Ben, le pavillon Judith Jasmin et le pavillon Hubert Aquin à l'Université du Québec à Montréal. Et ça a toujours été pour moi une source d'étonnement affolé qu'on ait donné le nom d'un pavillon d'enseignement universitaire à un homme qui s'est suicidé en se faisant sauter la cervelle dans un collège privé à Outremont. Un certain soir de mars 1977. Est-ce la voix qu'on offre à ces étudiants-là? Est-ce le message subliminal qu'on offre aux jeunes étudiants, aux jeunes étudiants? Vous voyez comment le jargon administratif commence à agir sur moi. Même juste l'évocation du jargon administratif me fait adopter la langue de bois. Eh bien, est-ce le message qu'on envoie au fond que l'étude de la philo, de la littérature, eh bien, équivaut à se tirer une balle dans la tête? Et les perspectives d'avenir, eh bien, sont inexistantes. C'est assez horrible, les murs de l'institution. Je vais de temps en temps à la bibliothèque de l'Université du Québec et l'impression d'être dans une sorte d'usine. Alors, Christian a bien dit davantage de mal que moi. Allez lire son texte. C'est un très beau texte, toujours bien écrit, le mot juste, Christian. Ça, c'est une élégance de la pensée que de ne pas utiliser autrement que des mots justes. Pas d'à peu près, pas de flou poétique, non, le mot juste. Alors, à la suite de ces réflexions-là, de son petit texte, ce matin, donc, je vous lis ça. Cette très grande déception est l'envers d'un très grand amour. De maintenir, de soutenir, de nourrir la déception est morne manière de garder la fumée dans le quartz. De rester résolument déçu, c'est se maintenir debout à l'horizon. Ne pas étaler son désarroi, ou pire, l'avoir subsumé en mépris, c'est renier son propre chagrin. La quête poétique ne doit pas être qu'autorisée par la recherche de l'autorité. L'homme mûr voit s'allonger l'ombre de l'enfant devant lui. Cette ombre, lui,
est la part préservée de son intime utopie. Et il me confiait avoir, adolescent, aimé Breton, mais de l'avoir délaissé depuis. Cependant, il s'est procuré la correspondance de Breton et de sa fille Aube. Je ne crois pas qu'il ait eu le besoin de le lire pour le ressentir. Cet amour que vit, l'amour fou avec, cet amour de père que vit avec, j'arrive même plus à me lire moi-même, cet amour qui vit l'amour fou avec sa propre fille, un père aussi peut être fou d'amour pour sa fille unique. Robert se reconnaîtra ici, de même Julien. Rien ne rend plus pudique, secret, plus tourmenté, plus exaspéré, plus intempestif que l'amour d'un père pour son enfante. Admirez la pensée gribouillée dans le métro le 9 octobre 2014. Admirez Pessoa, Bernard, Musil ou Borges. Pas Modiano. C'est à la portée de n'importe qui. Mais Modiano. Admirez son collègue ou l'écrivain qui loge dans la rue voisine, tâche surhumaine. La rature a horreur du vide. Elle était blanche et douce et froide comme l'émail d'un lavabo. Cette part d'inexpugnable mauvaiseté en moi exude sur le papier. Soulagement factice, prurie comme le Kleenex absorbe le pu. La méchanceté n'est jamais cautérisée, au mieux purgée, nettoyée temporairement. Et à côté, j'avais offert une autre version. Attendez, je vous épargne ça. Là, j'ai noté également aussi, lors du lancement de la revue Contre-jour, un commentaire de Guillaume. À Contre-jour, nous avons un problème avec notre sexualité. Ben, je suis content qu'ils l'avouent. C'est vrai, oui, ils ont un problème avec leur sexualité. Mais dans le cas de la littérature québécoise, soit c'est le sexe des anges, ou soit c'est le super trash. Il n'y a pas de milieu. La difficulté à devenir un peuple adulte, hein? Et aussi, cette dernière, justement, pour conclure là-dessus, des millions d'êtres humains se lèvent chaque matin en haïssant les Américains. Des millions d'Américains se lèvent chaque matin, frais comme des roses, l'air de rien. Alors, un peuple mature, c'est un peuple qui assume tranquillement, sereinement, son rapport avec l'argent, son rapport avec la sexualité et son rapport avec sa propre existence. Oh, qu'elle doit être longue, cette vidéo-là, espérant que pas de problème avec mon logiciel. J'ai vraiment pas envie de la recommencer. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite. Ma page Facebook, ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre Voyageur. 514-736-0999. Et puis quoi encore? Bon, c'est tout. Allez, bonne journée. Alors, je remballe tout dans mon sac. Allez, on remballe toute la marchandise. Bonne journée.